Histoire de crime, un balado du journal. Chers collègues, bonjour. Salut. Merci de m'accompagner encore. Bonjour. Pour nos auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent pour leur dose hebdomadaire d'affaires criminelles, Michael Nguyen, Maxime Delan, Valérie Gontier au micro, et on a un nouveau collaborateur avec nous, Marc Sandreski. Bonjour à tous. Journaliste au bureau d'enquête, exact. mais aussi accessoirement policier à la retraite. Oui. Donc, on a un gros menu aujourd'hui. On va se parler d'un chauffeur impatient qui a été sermonné par un juge. On va se parler d'un Hells au surnom peu flatteur. Beluga. Beluga, qui a été tué dans un crack house. Mick, tu t'es penché sur la mafia libanaise qui a des ramifications jusque sur la rive nord de Montréal. Mais on commence avec toi, Marc, parce que tu nous as replongé dans des archives. Bienvenue dans les archives du journal, en passant. Ouais, merci. Hein? Merci, ouais. Tu nous as replongé dans les archives dans des archives parce que tu as couvert l'histoire d'un homme qui a été condamné il y a plusieurs décennies pour un meurtre. Et là, ça se pourrait qu'il ait été condamné à tort. Exact. Écoute, c'est un rebondissement assez incroyable, là. Claude Paquin, 81 ans aujourd'hui, accusé d'un meurtre il y a plus de 40 ans, d'un double meurtre pour lequel il aurait présumément commandé, mais la preuve venait exclusivement de qui? D'un délateur vedette, Bernard Provençal. Et il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Il y a juste lui qui vient dire que Claude Paquin a commandé ce meurtre-là avec deux autres complices, se ramasse devant les tribunaux, formellement accusé et reconnu coupable devant un jury. Le jury aurait été informé que, bon, attention au délateur, mais on le reconnaît coupable. Mais Claude Paquin a toujours nié avoir commis ce meurtre-là. Il s'est battu à la vie, à la mort pour être éventuellement innocenté. Et un jour, il y a cette équipe-là qu'on appelle le projet Innocence qui prend le dossier, qui croit en lui, une grande vocation, et décide de refaire cette enquête-là depuis le début pour démontrer que Claude Paquin n'a pas commandé ce meurtre-là. Mais Marc, raconte-nous, c'est quoi le meurtre avant? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Le meurtre à l'époque, Bernard Provençal, Claude Paquin sont des gens qui sont dans l'univers du vol à main armée et éventuellement, il y a un conflit avec deux personnes, avec un homme en particulier, et Bernard Provençal décide de s'en débarrasser. Il faut se débarrasser de cet homme-là parce que c'est un gars qui parle trop et il y a eu à un moment donné un conflit aussi au Pérou relié au trafic des stupéfiants et on finit par le tuer. Et par la suite, on tue sa blonde aussi à cet homme-là. Pourquoi? Parce que elle est une espèce de témoin qui gênante là. Hein? Elle s'en venait supposément rencontrer son conjoint et d'autres personnes et là, elle se rendrait bien compte qu'il est disparu. Alors, on l'a tué elle aussi. Lui, on l'a tué de 2 balles dans la tête et elle, selon des rapports scientifiques, on l'aurait étranglé avec une corde. Puis un fer. Bon. OK. Alors, on se retrouve, bien entendu, là, plusieurs années plus tard, et tu as le projet Innocence qui part là-dedans, et là, il découvre des choses assez hallucinantes, assez troublantes aussi. Bernard Provençal aurait inventé un paquet de choses. Il se serait parjuré à de multiples occasions devant les tribunaux. Il vient même l'admettre plus tard, là. J'ai menti du début jusqu'à la fin. J'ai reçu des sommes d'argent. J'ai reçu des avantages des policiers. Écoutez bien ce que je vais vous dire, là. Il a même dormi dans une roulotte d'un des enquêteurs. Au dossier? Au dossier. Qui gérait là, son dossier de délateur. Mais pas longtemps après la condamnation, corrige-moi si je me trompe, les policiers sont informés, la justice est informée que Provençal n'est pas crédible, puis il dit lui-même qu'il a menti. Ils savent quand même assez tôt. M. Paquin est resté longtemps en prison après ça. Mais tu sais, M. Paquin, pour commencer, il me l'a dit, je l'ai rencontré lundi, puis c'est pas un ange, c'est un gars qui a fait plusieurs vols à main armée, puis il ne se le cache pas. Par contre, il admettra pas ce qu'il n'a pas fait. Il y a une marge entre faire des crimes puis de faire un meurtre, là, de faire des vols à main armée. La marge, c'est que c'est 25 ans ferme. Exact, c'est juste ça. Non, c'est ça. Puis après, tu es contrôlé jusqu'à la fin de tes jours. Là. Dis-moi, Marc, toi, tu as travaillé pendant 25 ans dans la police. Oui, 25 ans, c'est long. C'est long. Tu connais ça. Ouais. On remonte à il y a 40 ans, les techniques policières, c'était pas la même chose. Non. Mais habituellement, pour qu'il y ait procès, il y a au moins de la preuve circonstancielle. Il y a le délateur qui vient corroborer des affaires, des appels téléphoniques, des registres. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Juste sur la base il y a rien. Du délateur, sa parole contre l'autre, c'est de dire,
il l'a fait, puis on n'a aucune autre preuve, pas de registre d'appel, pas de preuves qu'ils ont communiqué entre eux avant, rien du tout. Michael, on n'a rien. Les policiers veulent finaliser le dossier. Et Bernard Provençal, ce délateur vedette-là, vient délater sur Claude Paquin et 2 autres individus présumés complices. Et là, la game se joue d'une façon très particulière parce que les policiers viennent rencontrer Claude à Edmonton, Claude Paquin, qui est emprisonné pour son vol qualifié depuis quelques années. Provençal est aussi emprisonné pour un complot d'importation de 10 kilos de cocaïne venant d'Amérique du Sud. Et là, les policiers jouent la game. Ils travaillent d'un côté Provençal pour avoir, ses aveux, etc. Et de l'autre côté, ils s'en vont menacer Claude Paquin, lui disent, là, on veut que tu délates sur les 2 autres complices, sinon, là, tu vas passer ta vie en dedans. Mais là, raconte-nous le projet Innocence, ça a été quoi leur implication? Puisque là, la justice, visiblement, même s'ils le savaient, il n'y a rien qui s'est fait. On a un homme qui a été condamné. Le projet Innocence, eux autres ont pris ce dossier-là parce qu'ils croient fondamentalement à la justice au sens propre du terme, puis ils peuvent pas concevoir qu'une personne passe sa vie en prison puis vive les stigmates atroces. Ils prennent ce dossier-là et là, de fil en aiguille, ils font leur enquête. Eux, ils ramassent ensemble des documents, puis... Ils font la job que la police n'a pas fait. Ils refont l'enquête au complet, puis là, ils se rendent compte que Provençal, par la suite, a fait un paquet d'autres déclarations mensongères et il a aussi délaté sur d'autres crimes pour lesquels il a admis avoir menti. Alors, eux, ils refont cette enquête-là, puis il faut comprendre que, avant que ça se rende au projet Innocence, là, Claude Paquin a suivi les étapes judiciaires. Il est allé en cour d'appel. La cour d'appel a refusé. Il s'est rendu en cour suprême. La cour suprême a refusé aussi de l'entendre. Et là, l'étape ultime, c'est le ministre de la Justice. Et là, 2020, il dépose... C'est super long, là. Écoute, c'est d'une longueur interminable. C'est un homme de 81 ans qui est malade. Et ça, le ministère le savait parce que moi, j'ai eu dans les mains, là, je l'ai encore, là, cette fameuse demande-là de révision de presque 70 pages, là, quand on lit ça, là, je vais te dire, là, j'avais mon crayon jaune, puis je me suis dit, si, on va me faire une tendinite bientôt, là, si je continue, il marchera plus mon crayon, là, avec ce qu'il y a là-dedans. Alors, là, elle est déposée, là, en janvier 2020, et 4 ans plus tard, là, finalement, ça vient de tomber. On se réveille là, au ministère, là, puis on vient de tomber dans un rapport, dans un communiqué laconique où est-ce qu'on dit rien à part qu'on s'est rendu compte qu'il y a peut-être certaines choses qui n'ont pas fonctionné. C'est grave, là. Absolument. C'est grave. Dis-moi, il a passé 40 ans. Il y a 40 ans, les téléphones cellulaires n'existaient pas. Non. Les télés... Mais là, lui, il est sorti de prison depuis 2001, là. Oui, il sort en 2001, lui. Il sort parce que... Libération conditionnelle. Une des conditions, là, pour être mis en liberté, OK? Il faut admettre son crime. Mais c'est ça qui est la particulier, première condition bien sûr. qu'on te demande. Et Claude Paquin, là, lui, s'est dit, là, non, ce n'est pas vrai, je ne vais pas me prostituer pour être mis en liberté. Comment il a réussi à être libéré dans ce cas-là? On l'a cru, finalement. On l'a cru. On l'a cru. Okay. Il avait un comportement exemplaire à l'intérieur de la prison, qui est un élément fondamental aussi, mais les gens l'ont cru. OK? Mais, puis, comprenez bien, là, avant de se rendre aux libérations conditionnelles, là, parce que pour un meurtre, là, pour demander une libération anticipée, là, il y a des étapes à suivre, là. Il faut se ramasser devant la Cour supérieure, devant un jury qui, lui, va autoriser pas la remise en liberté, mais la permission de demander aux libérations conditionnelles. La clause de la seconde chance, comme on a déjà parlé dans le podcast. Ici, alors, dans le jury a dit oui, les libérations ont dit oui, même si lui a maintenu sa position, je ne l'ai pas commis ce meurtre-là. En même temps, on peut mettre le doigt sur le laxisme du système judiciaire et tout ça, sauf que pas le premier prisonnier qui dit qu'il l'a pas fait. Tu sais, la majorité, pas la majorité, mais il y a beaucoup, on entend beaucoup de criminels dire « Elle l'est pas faite, même si les preuves sont béton contre lui. » Dans ce cas-là, c'est différent. À partir du moment où le témoin principal de ta cause vient dire « J'ai menti », c'est la crédibilité qui est mise à mal. Puis je suis justement curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, il est pas blanchi, il est pas acquitté. On lui a ordonné un nouveau procès. C'est assez hallucinant. Ce gars-là a fait 18 ans. Et là, hier, il a comparu, il a comparu devant le tribunal pour de nouvelles accusations. Et là, la couronne va se donner un certain temps pour évaluer la preuve qu'elles ont devant elle. Mais la couronne sait très bien qu'il manque un paquet d'éléments de preuve qui ont été détruits, qui ont disparu. Il y a plusieurs personnes clés dans ce dossier-là qui sont décédées. T'sais, on n'affirmera pas qu'ils n'ont plus rien. Mais le dossier, maintenant, est très chancelant. Puis c'est un homme qui... Tu sais, une des choses que Claude reprochait un petit peu là, au système de justice, au ministère, c'est
Pourquoi 4 ans prendre une décision? Ils le savaient que j'étais malade. Est-ce qu'ils ont attendu que je décède pour pas avoir à gérer ce dossier-là? C'est une des grandes questions. Lui, il était comme en liberté, on l'a convenu, mais il était quand même sous le joug de la Commission de libération conditionnelle. Toujours. Et ça, j'aimerais ça qu'on explique c'est quoi au public qui nous écoute, parce que être sous le joug, ça veut dire que tu as des conditions, tu dois, tu sais, je sais pas c'était quoi ces conditions, est-ce qu'il t'en a parlé un peu les conditions principales qu'il avait, bien entendu, bon, c'était de rester à la même adresse, c'était de rencontrer son agent de libération conditionnelle régulièrement, et il avait quand même là, un périmètre, là, il pouvait pas dépasser 50 km. Donc, ce gars-là veut se rendre dans les Laurentides, au nord. Il peut pas aller en voyage. Il peut aller à Toronto. Es-tu lourdement hypothéqué au niveau santé? Ben, c'est un homme qui, mentalement, est entièrement là. Tu sais, quelque part, il y a une espèce de sympathie qui s'installe. Je le regardais marcher hier, puis c'est un homme qui traîne des pieds, puis il est chancelant. Il a de la misère avec son équilibre. Mais en même temps, quand j'ai parlé de Bernard Provençal, là, ses yeux ont changé. Ouais. J'ai senti dans son regard là, une espèce de... Je veux pas dire le mot haine, c'est fort un peu, mais il y avait encore une colère. Un rancœur, mettons. Non, mais ses yeux sont devenus sévères à nouveau. C'était quand même particulier, là. Ben, c'est un gars, à cause de ce gars-là, qui a enlevé une vingtaine d'années, ben, même plus, parce qu'encore là, il doit vivre avec des conditions. Oui, ben c'est le concept de la prison à vie. C'est pour ça que les gens, tu sais, on pense que les gens ont 25 ans, mais c'est pas ça. Ils peuvent avoir une demande de libération conditionnelle à partir de 25 ans, mais ils restent vraiment dans l'emprise. Peut-être l'emprise, c'est pas le bon mot, mais jusqu'à la mort, là, vraiment encadré. Ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est qu'il va probablement être acquitté. Il va probablement avoir un dédommagement. Puis moi, je mettrais un petit 2 avec toi que il touchera même pas encore l'argent qui va déjà être décédé en raison de problèmes de santé. C'est certain. En terminant, Marc, j'aimerais ça que tu nous racontes comment il est, comment il va, comment on en a parlé, il est chancelant et tout, mais c'est quoi d'avoir eu cette lettre-là du ministre de la Justice, de savoir que là, il y a un espoir devant lui de peut-être être condamné. Il est encore un peu sous le choc. Okay. Il a de la misère à y croire parce que ça a été un enfer pendant des années. Encore hier soir, il m'appelle, puis il n'était pas sûr de comprendre ce qui se passait. Pourtant, là, ses avocats, il y a une avocate et un avocat qui sont excellents, je veux dire. Ils sont occupés de lui, là. C'est un service, là, pas 5 étoiles, 20 étoiles, là, humainement, là, à tous les niveaux. Mais encore là, cet homme-là n'est pas sûr de comprendre qu'est-ce qui arrive. Fait qu'il m'appelle, il me dit, peux-tu m'expliquer, Marc, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, là. Et ça, on voit ça régulièrement dans notre travail, hein, des gens qui ne comprennent pas le système, même quand c'est eux-mêmes qui sont impliqués, là. Et c'est pas le seul. Non, ce n'est pas le seul parce que le projet Innocence Canada-Wide, je m'excuse l'anglicisme, là, à la travers du Canada, il y a eu en moyenne un cas par année depuis 30 ans. Oui, puis ils sont submergés de cas. Je suis en train d'écouter une série sur la TV. Puis justement, il réétudie des cas d'erreurs judiciaires et t'as justement le projet Innocence, mais américain, qui se base sur... Ils se sont rendus compte que les empreintes dentaires, parce qu'à l'époque, dans les années 80-90, il y avait beaucoup de procès qui étaient résolus grâce aux empreintes dentaires. Puis, il y a des spécialistes qui vont me dire, c'est de la bullshit. Il y a plein de cas qui ont été résolus sur l'unique preuve les empreintes dentaires. Puis, il y a plein de gens qui sont emprisonnés aux États-Unis. Puis, je me souviens d'un cas, le monsieur... Au bout d'une trentaine d'années, je pense qu'il a fait une trentaine d'années en prison, il est libéré, il vit 10 ans et il meurt d'une maladie. Je trouve ça tellement triste, c'est qu'on arrache la liberté, on arrache les plus belles années de la vie d'une personne sur la base d'une erreur judiciaire. Puis souvent, ces spécialistes-là qui font condamner des gens, comme le spécialiste des morsures, ces gens-là, après, sont adulés, sont pris comme spécialistes dans des procès, ils deviennent des sommités, alors qu'en réalité, c'est des escrocs. Oui, absolument. Écoute, Marc, vas-y, en terminant, tu voulais dire quelque chose? Tu sais, Max, là, je suis un ancien policier, tu le sais, là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui plaident coupables à des crimes qu'ils n'ont pas nécessairement commis parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de se défendre. Ils ne se qualifient pas non plus à l'aide juridique. Et de toute façon, ils ont déjà un dossier criminel. Fait qu'ils plaident coupables, là, il y en a plein de cas. Puis, tu sais, pour terminer, là, à la décharge des policiers, parce qu'à l'époque, ça a été un travail qui a été fait catastrophique. Là. Les policiers avaient une vision tunnel, puis eux, ce qu'ils voulaient, c'était fermer leur dossier. Mais aujourd'hui, là, parce que j'ai travaillé étroitement avec les homicides, les enquêteurs, puis ils ont une pression gigantesque de devoir élucider un crime, parce qu'il y a des familles qui attendent des résultats, et c'est pas facile.
Et aujourd'hui, là, la couronne est excessivement exigeante dans ce genre de dossier-là. Il n'autorise pas n'importe quoi. Là. Je pense qu'on a de belles années qui s'en viennent dans l'industrie de la justice. Ouais, puis il faut dire aussi que les policiers ont changé leur façon de faire là, depuis ces années-là. Là. Faut quand la même... technologie se raffine. Absolument. Les techniques se raffinent. Sauf qu'en même temps, les techniques de défense aussi se raffinent. Oui, bien sûr. Tout s'améliore. Si ça n'avait pas donné lieu à un documentaire puis une série télé, je pense qu'il aurait fallu qu'on le fasse nous-mêmes parce que c'est vraiment un cas incroyable. Merci Marc d'avoir pris le temps de nous raconter ça. Il est bon, le jeune. Ah, il est bon, hein? Le jeune, je suis plus vieux que vous autres. La recrue du journal! Mick, de ton côté, tu vas nous parler de la mafia libanaise et j'aimerais ça que tu expliques à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pourquoi on en parle ici et quel est l'impact avec ce qui s'est passé récemment sur une résidence de Laval. Puis, tout ça part d'événements qui sont survenus sur la rue des Nénuphars dans le quartier Sainte-Dorothée à Laval. Où tu es allé te promener cette semaine d'ailleurs? Un quartier très familial, très calme. Les gens, beaucoup de familles qui sont là-bas. Mais depuis quelques semaines, il y a une maison en particulier qui est ciblée. On parle de méfaits, de vitres fracassées, d'incendies criminels, de tentatives d'incendie, de coups de feu qui sont tirés sur la résidence, sur une voiture. Puis ça, on se posait la question, c'est quoi qui se cache derrière ça? Des bons messages. Souvent, là, c'est des affaires de gang de rue. Avec ma collègue Camille Payan, qu'on avait vu la semaine dernière, et Jonathan Tremblay, on a commencé à essayer de trouver des liens. C'est quoi qui se passait derrière ça? Évidemment, première chose qu'on se dit, tu le sais, Marc, quand il y a des coups de feu qui sont tirés, souvent c'est l'œuvre de gang de rue. Dans ce cas-ci, absolument pas. C'est une histoire complètement rocambolesque qui remonte en fait au Liban. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que selon l'enquête policière, selon l'enquête de la SQ, parce que c'est la Sûreté du Québec qui a repris le dossier plutôt de la police de Laval, c'est une famille dont le frère, un des enfants, a été assassiné l'an passé dans une station-service. Au Liban. Au Liban. Ce qui est arrivé, c'est que, évidemment, la famille qui habite à Laval sur la résidence de la rue des Nénuphars a porté plainte à la police au Liban pour qu'il y ait une enquête. Ouais. Faut-tu vraiment que la famille porte plainte quand il y a un meurtre? Il semble que oui. Ici, non, mais tu sais, peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne au Liban, faut croire. Exactement. OK. Et là, ça fait du monde qui n'ont pas aimé ça. Ça fait pas l'affaire de pas mal de monde. Et il semblerait que le meurtre au Liban soit relié à la mafia libanaise et qu'il ait été commandité par un des chefs de la mafia locale, Mohamed Ismail. Et c'est ce chef-là qui maintenant fait aller ses contacts. Exactement. Donc, au début, la famille de Laval, qui collabore complètement avec les policiers, c'est des gens qui n'ont pas d'antécédents judiciaires, des gens tout à fait normaux. Ils recommencent à recevoir des messages pour dire « retire ta plainte ». Ensuite, c'est pas bon pour le business qui se passe. Tu vas retirer ta plainte. Eux, ils veulent que justice soit rendue. Là. Ouais. Fait ils retirent pas leur plainte et c'est là que ça commence. Des jeunes qui sont embauchés pour mettre le feu, et c'est pas juste mettre le feu, là, c'est mettre le feu, prendre en vidéo le feu, pour ensuite l'envoyer au propriétaire pour dire « hey, voilà ce qui se passe devant chez toi ». On s'entend, là, le propriétaire, il sait très bien ce qui se passe, il est chez lui, il le voit, là, mais ça vient rajouter de la pression supplémentaire et ça n'arrête pas. Ça exclut surtout l'erreur, là. On s'entend, là, tu sais, des fois, tu te dis, c'est peut-être une erreur sur l'adresse. Non, là, voici une vidéo de ce qui se passe chez toi. Exactement. Là, le quartier, là, il trouve pas ça drôle. Effectivement. J'ai été cette semaine, t'avais un important déploiement policier. Là, cette semaine, il y a eu des nouveaux événements, là. Exactement. Il y a eu des coups de feu qui avaient été tirés. tirés. De toute évidence, il y a un coup de feu qui a été tiré sur une voiture parce qu'on était là quand la police a remorqué la voiture à des fins d'expertise. L'impact de balle est clairement visible. Sur la maison, vous pouvez lire dans le journal, on voit encore les photos de la devanture avec des impacts de balles. Puis ça, on se le rappelle, c'est pas des gens criminalisés qui habitent là. C'est des gens qui, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que justice soit rendue. C'est des victimes collatérales qui ont perdu un proche au Liban. Exactement. En fait. Puis ce qu'on a appris aussi, c'est que la mafia libanaise, elle évolue. Jusqu'à il y a 2 ans, eux, leur spécialité, c'était surtout la fraude et les vols de voitures pour les exporter. Les vols de quoi? Les vols de voitures. On a entendu parler récemment exactement. de ça. Ouais. Mais depuis quelque temps, ils commencent à faire dans l'extorsion, OK. Dans les incendies criminels, dans les méfaits. Tu sais, les actes d'un degré de violence physique pas mal plus élevé. Et c'est exactement ce qu'on voit. Tu dis tantôt que c'était pas lié aux gangs de rue.
Mais il y a quand même 2 personnes qui ont été arrêtées pour certains des crimes qui ont été commis. Est-ce qu'on sait est-ce que ça doit être des gens de gangs de rue? Parce que souvent, le crime organisé, Marc, tu le sais, Max aussi, ils vont faire affaire avec les gangs de rue qui ont peur de rien. Puis Mais c'est des hommes de main qui font ça. Ça, exactement. Puis dans les rapports policiers, il y a eu des interrogatoires. La conclusion, c'est que ils ne savaient probablement même pas qu'est-ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Oui, on leur a dit, va faire ça. Puis, on les paye, mais ça rend les choses encore plus inquiétantes. Parce que là, on a déjà le crime organisé italien, les Hells Angels, les motards criminalisés qui utilisent beaucoup les lignes de rue. Et là, maintenant, on se retrouve avec une mafia qui a toujours été pas mal plus discrète. On entendait beaucoup moins parler, ils étaient moins dans les actes violents, qui maintenant, eux aussi, commencent à recruter. Tout ça, c'est un tout. Est-ce que ça va amener une montée de la violence? Si le crime organisé libanais est capable de commencer à faire des actes violents pour des faits qui sont même pas déroulés à Montréal, pour des faits qui se passent à Montréal, est-ce que ça va être encore pire? Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. On est resté quelques heures, le nombre de résidents du quartier qui s'arrêtaient, qui étaient inquiets, et chaque fois, les policiers, quand ils demandaient aux policiers, ils disaient « Oh, il se passe rien ». Faut pas prendre les gens pour des idiots. Mais dans la nature des choses, mais... ça va augmenter, ça va se poursuivre. Là. Ce genre de situation-là ne se réglerait habituellement pas d'une façon pacifique. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que ils sont limités, les policiers. Ils peuvent pas aller au Liban arrêter quelqu'un. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour que cette famille retrouve un petit peu de paix? Ben, faire ce qu'ils font en ce moment, puis arrêter ceux qui prennent. Mais évidemment que là, on prend juste les marionnettes en bas, là. T'sais. Dans ce cas-ci, de ce que je comprends, il y a une résidence, il y a une famille qui est visée. Tu sais, des fois, on entend parler des coups de feu sur des résidences. On va tirer chez le clan rival. Eux autres, ils viennent tirer. Tu sais, il risque moins peut-être d'avoir escalade dans ce dossier-là parce que vraiment, c'est une famille qui semble sans histoire. Mais si j'habitais la résidence à côté, là, j'aurais aucun plaisir. C'est pas le fun. Aucun plaisir. Je te le confirme. Les gens étaient vraiment inquiets. Michael, là, ils se faisaient arrêter parce que les policiers voulaient pas répondre. Bon, je pense que c'est ça, là, la règle, là, de pas répondre aux il y a des façons de l'expliquer, oui, de rassurer. Mais Michael est devenu comme le centre d'information, de porte-parole. Lisez ça dans le Journal de Montréal demain, là, tu sais, c'est un peu... Non, mais rassurer les gens quand il y a un événement qui se produit, tu les rassures, il y en a un deuxième qui survient, ensuite il y a un troisième, à un moment donné, t'assures comment... Rendu à 8 à 9. Et ce genre de dossier-là, souvent, se termine en écoute électronique. Là. Il faut identifier des gens quand même qui ont une autorité ici sur le territoire à Montréal, puis ils espèrent éventuellement être capables de mettre des noms. De mettre des noms, d'arrêter ces gens-là. Mais tu sais, si c'est des gens qui sont au Liban, Marc, c'est quoi les... Ben, sans tomber dans les dynamiques là, purement juridiques, ouais. là, mais c'est sûr que si tu mets des gens sous écoute ici et qui parlent avec des gens au Liban, ben indirectement, tu vas entendre ce que l'autre du Liban vient dire. Là. C'est des choses qui ont été faites dans le passé, dans des dossiers de fraude. Mais de 1 à 10, c'est quoi les chances que le gars au Liban se fasse... non, mais tu comprends-tu mon point? C'est qu'aller chercher quelqu'un... Je veux la note précise. Non, mais d'aller chercher quelqu'un au Liban, tu sais... on n'ira pas le chercher au Liban. C'est ça, exact. Je veux dire, ça, c'est quelque chose que les autorités libanaises vont devoir gérer de leur côté. Exact. Puis là, bonne chance. Ils ont plus à gérer présentement avec le conflit avec Israël que le reste. Là. Puis toi qui étais un spécialiste là-dedans, là, ouais. La mafia libanaise a toujours été discrète. Là, ça met de la chaleur sur eux. Ben discrète. Faut être prudent là, parce qu'elle a toujours été présente dans l'ouest de l'île, le Pointe-Claire, Pierrefonds, etc. Puis ils étaient très actifs. Ils avaient leur territoire à eux, en vol d'auto, extorsion aussi. Là. Maintenant, on les voit peut-être un peu plus présents parce que, bon, la démographie change aussi. Là. Il y en a plus ici. Ils sont plus à Laval maintenant. Mais ils étaient présents avant. Là. C'est juste qu'on commence à s'en rendre compte un peu plus. Donc, il y aura plus d'enquêtes policières. Et est-ce que les policiers vont justement mettre plus d'attention sur eux pour arrêter des têtes dirigeantes ici, justement pour calmer le jeu? Ben, tu sais, la police, là, il y a 2 phénomènes. Il y a la sécurité, puis il y a un sentiment de sécurité. Alors, la police n'est pas capable d'enquêter sur tout. Elle n'a pas les moyens financiers. Elle n'a pas les ressources physiques et matérielles pour le faire. Alors, elle tente d'y aller, d'éteindre des feux, ce qu'on appelle dans le jargon policier. Alors là, s'il y a un feu de ce côté-là, ils vont tenter de le gérer et de le contrôler, de le résorber. Puis ensuite, ils iront vers d'autres feux. Est-ce qu'on va mettre l'accent sur la mafia libanaise? Pas nécessairement, sauf que... Est-ce qu'on va sortir, déployer des grandes équipes pour un secteur précis? Parce qu'une maison, tu sais, ce qui risque de plus arriver, c'est des policiers qui vont les cogner aux portes dans le voisinage. On voit ça des fois, là. Puis, bon, ça a été fait, ça déjà. Là, non. Mais c'est sûr qu'il y a toute une quête de renseignements qui se fait. Les policiers là, connaissent en général là, les organigrammes, les gens qui gravitent dans chaque réseau. Il y en a des nouveaux, ils sont toujours en cueillette d'informations, mais le crime change. On
parle de mondialisation des affaires, ben, au niveau criminel, c'est la même chose. On est dans la mondialisation, là. Il y a des alliances qui se créent, là. Ben, on a vu à Laval tout récemment Ali Chaban, qui est moi, on me le décrit comme étant un membre très influent du crime organisé libanais. Puis quand tu fais des vérifications sur des gars qui sont haut placés, qui sont présumément haut placés, parce qu'il n'y a aucun antécédent criminel. Il n'y a aucun antécédent criminel. Puis pourtant, j'ai parlé à des policiers sur le terrain qui le connaissent extrêmement bien. Le gars a été victime d'une retentissante tentative de meurtre dans un stationnement commercial à Laval il y a quelques semaines. Ouais. Puis on me dit, ce gars-là est impliqué dans un réseau international de vol de véhicules. Mais, tu sais, comme je te dis, c'est des gens qui font attention dans ce qu'ils font. Ils ne se salissent pas les mains. Fait que, ce que Marc dit, on connaît les organigrammes, mais encore faut-il avoir les preuves pour aller les chercher, pour aller les arrêter. Fait que souvent, on va arrêter les faiseux, comme on dit, ceux qui exact. C'est ce qui est arrivé, Mickaël. Il y a des... Exactement. 2 jeunes qui ont été arrêtés. Ils ont comparu, ils ont eu leur enquête sur remise en liberté. Ils sont en liberté provisoire, en liberté sous caution avec des conditions excessivement strictes. Et ce qu'on voit souvent, ben, il y en a 2 qui sont arrêtés, ils vont peut-être arrêter de faire des crimes, mais il y en a 2 autres qui vont être embauchés ailleurs. Hey, Mickaël, merci beaucoup pour ton histoire, bravo. Puis on va tu vas sûrement couvrir les procédures judiciaires, ça va peut-être nous permettre d'en apprendre un peu plus encore. C'est sûr. Moi, je vous amène complètement ailleurs, je vous parle de sécurité routière. Je vais vous parler d'un drame qui est survenu à l'été 2020. À Longueuil, il y a un cycliste qui, lui, voulait traverser le boulevard Jacques-Cartier, qui a 4 voies séparées par un terre-plein. Puis, sur le terre-plein, il est à une traverse de piétons. Donc, il active le voyant lumineux, il attend que des voitures le laissent passer. Puis, à un moment, il y a un regard. Le regard se croise avec un automobiliste qui s'arrête, ralentit, s'arrête, et fait ça là, de façon courtoise, en levant la main et le laissant passer. Donc, lui, embarque sur son vélo, traverse. Au même moment, les voitures qui sont à l'avant entendent un grondement de moteur puis un bruit d'accélération parce qu'il y a un individu qui était comme quelques voitures plus loin, impatient, lui, de voir que c'est arrêté sur le boulevard Jacques-Cartier. Là. Il dit, il y a ces 2 voies, hein, je vous rappelle, se faufile, traverse sur la ligne médiane, donc se crée une 3e voie entre les véhicules et va à vive allure, happe le cycliste est projeté dans les airs, décède. Laisse-moi deviner. BMW, Mercedes, Lexus. Quelque chose de même. Audi. Je veux pas porter Audi, de jugement, mais c'est un peu ce que je vais faire. Mais c'est un véhicule de luxe, effectivement. Je passe mes journées sur la route à courir les crimes. Et chaque fois ou presque, là, je te dirais 9 fois sur 10, quand je me fais couper ou je vois des manœuvres dangereuses, c'est souvent des véhicules de luxe. Est-ce qu'ils sont plus pressés que la classe moyenne? Peut-être que sa vie est plus importante que celle des autres. Moi, j'ai déjà eu une BMW. Qu'est-ce que tu faisais par exemple? Tu coupais le monde ça. Elle était-tu payée par ton service de police? Non, c'est moi qui ai payé. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que ce chauffeur-là a été d'abord reconnu coupable et il a été condamné à 30 mois de détention. 30 mois, c'est ce que le ministère public suggérait comme peine. Lui, évidemment, il essayait d'éviter la prison. Il voulait faire une peine dans la collectivité. Puis le juge a complètement enlevé ça du revers de la main. Lui, il trouvait que les arguments présentés, ça méritait de la détention. Mickaël, on voit rarement un juge qui va aller vers... on va souvent voir des juges qui vont couper la poire en deux ou qui vont... Mais là, ici, vraiment, il a dit non. La peine qui est suggérée par la couronne est raisonnable. 30 mois de détention. Ça peut paraître peu pour les gens qui nous écoutent, mais Max, ou pour Maxime, qui est jamais d'accord avec les peines, mais ça représentait, c'était dans la fourchette de peine. La fourchette, c'est quoi? C'est les peines qui sont... Je comprends, mais vous allez me rendre malade avec vos fourchettes de peine. Mais Max, ça me rend fou à chaque fois. On n'est pas dans une république de bananes, là. On va pas dire... Non, mais c'est parce que à chaque fois, c'est le même débat. Marc, là, tu vas prendre ma défense. Elle... Non, j'apprendrai peut-être pas moi, je fais juste rapporter les faits, Max. Parce que lui, il va tout le temps à l'extrême en me disant la peine de mort. Je dis pas la peine de mort, c'est que t'enlèves... Un peu de souffrance, là, quand même. Non, mais t'enlèves un père de famille à ses enfants, t'enlèves un conjoint à sa femme pour un monsieur trop pressé. Puis je comprends que c'est pas le gars
Il n'y avait pas une intention. Je veux dire, c'est pas de tirer quelqu'un intentionnellement. Exact. Sauf qu'en faisant ça, tu es au volant de ton véhicule, puis ton véhicule devient une arme. Au même titre que les Max, gens qui font ça. Max. On va se chicaner encore. T'as raison, là, sur un point. Voilà. Mais il y a un Arrête, mais. là. Mais non, j'arrêterai mais pas. non, Il y a bien un sûr. mais. Il y a un mais, là. Des cas comme ça, où est-ce que des gens le coupent de la sorte, il y en a à tous les jours Oui. à Montréal. Des gens qui perdent patience pour toutes sortes de raisons. Là, il y a eu une conséquence. Ça a mal fini. Il y a eu toujours une succession des mais. Il y a une succession d'événements qui a d'événements. fait que le vélo est passé. Mais ceci dit, le vélo était dans son droit, était tout le monde. Puis le juge, c'est ça qu'il a noté. Hein. Le juge a dit il y avait une dizaine de véhicules en ligne là, et il est le seul à avoir eu le comportement téméraire. Michael, c'est quoi la règle dans des cas comme ça? C'est qu'il a eu un comportement qu'on juge déraisonnable par rapport à ce que d'autres feraient. Et là, ici, le cas, tu sais, quand on parle d'un homicide involontaire, quelqu'un qui donne un coup de poing, puis là, c'est déraisonnable par rapport à ce que quelqu'un d'autre aurait réagi face à la situation. Là, ici, on a des cas types, on a des exemples, on peut le comparer aux autres véhicules qui, eux, ont fait comme « Ah, un cycliste passe. » On va ralentir et attendre. Lui, non seulement, il était pas comme le premier véhicule qui a fait comme « Ah, de la merde, moi je passe. » Non. Il est en arrière, puis il a fait, tu sais, il aurait pu accrocher d'autres véhicules là, en faisant ça. Moi, comme l'impression, quand il y a un train qui arrive au passage à nouveau, le gars, il arrête, puis il attend qu'il passe. Il l'a peut-être pas vu, le cycliste, là. Mais ça excuse rien, Max. Là. Ça excuse absolument rien. C'est pour rien. ça qu'il paye 30 mois. Il se tape 30 mois présentement aussi parce que il a eu une attitude devant les tribunaux qui était particulière. Absolument, Hein? c'est ça. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le crime. Pour lui, à ce jour encore, c'est un accident. Tu sais, t'as un juge, t'as une preuve policière, t'as une procureur de la couronne qui vient faire la preuve que t'as commis un acte criminel. C'est quand même un peu l'insulte à l'injure de venir dire c'est un accident, selon ma théorie. Tu sais, moi, je trouve ça fâchant. Puis le juge, c'est pourquoi il a insisté sur la peine à donner, c'est qu'il a dit je veux m'adresser à tout le monde. Parce que tout le monde ici là, qui a une voiture peut être impatient. Un monsieur comme Mohamed Ali Mahmoudi, là, qui est mon accusé dans ce cas-ci, qui a aucun remords pour un René Tremblay qui était sur son vélo puis qui est mort. T'sais, il est parti à vélo puis il est jamais revenu, là, lui. Là, il est rentré à l'hôpital. Puis, fait que c'est vraiment tragique. Puis ça se doit d'être condamné. Puis c'est la raison pour laquelle on en fait. Puis c'est la raison pour laquelle des gens comme Michael et moi, on en fait notre spécialité d'expliquer. Puis on n'est pas des juristes, Mick, là. Après, on écrit, les gens peuvent se forger leur opinion. Il y a d'autres choses là-dedans aussi. Il y a peut-être un facteur culturel. Lui, quand il se dit « je ne suis pas coupable », là, il parle peut-être qu'il n'avait pas l'intention. Il faut voir c'est quoi le système juridique dans son pays, lui. Parce que quand il blâme le cycliste, ça serait quoi? Clairement, cet homme-là s'est pas dit là, ce matin « moi, j'ai envie de balancer un cycliste à 100 pieds dans les airs. » C'est un peu comme ça qu'il le voit. Je ne dis pas qu'il a raison, là, parce que nous, on a un système ici, bon, judiciaire qui est peut-être différent d'ailleurs, mais c'est comme ça un petit peu qu'il l'exprime, là. Puis, tu sais, Max, si le juge là, du domaine, cette journée-là, avait dit « OK, le ministère public propose 30 mois, moi, je vais donner 5 ans de prison. » Qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait allé en appel. Mais Max serait content. Moi, j'aurais donné plus. Mais au final, ce gars-là s'en serait peut-être sorti. On aurait ordonné un nouveau procès. C'est là, que je fais les tout témoins le temps, n'auraient pas voulu témoigner. Puis là, le gars, ben, il aurait été acquitté. Moi, je fais tout le temps le parallèle avec... Tu sais, la peine de prison. Non, mais je fais le... Quand c'est des victimes innocentes, tu sais, des fois, tu as des bandits qui se font assassiner, justement, ça va être mon prochain sujet, mais quand tu as des bandits qui se font assassiner par d'autres bandits, je me dis, tu sais, bon, je dis ça en stand bandit. Mais quand c'est une personne innocente qui est arrachée à sa famille, à ses proches, c'est là que moi, j'ai plus de misère avec des sentences. Vous autres, vous trouvez ça sévère? C'est pour ça que c'est un facteur aggravant. Puis, est-ce que c'est un facteur aggravant de blâmer le monsieur qui est mort? Oui, qui est parti? ça a été considéré. Tout à fait. Max, t'es peut-être pas d'accord avec la peine qui a été donnée. Ceci dit, on va redire le mot fourchette. Ça représentait, c'était dans le plus haut de la fourchette de peine. Puis la raison pour laquelle je pense que c'est important d'en parler, c'est parce que, comme j'ai dit tantôt, le juge, lui, il voulait simplement envoyer aussi un message aux automobilistes en général. Moi, je suis le porte-parole de la population. Mais c'est super intéressant. Puis c'est bien que tu fasses ça. Parce que, effectivement, ça choque les gens. Puis c'est une histoire qui est vraiment triste. Puis je trouvais ça important, moi, de vous en parler parce que personne n'est à l'abri d'une mauvaise journée puis d'une mauvaise décision. Puis ici, ça a eu des conséquences tragiques.
Je veux vous parler de Éric Beluga-Leclerc. Hey, en fait, Beluga! non, mais Tu sais, ça commence à tirer beaucoup encore la nuit dernière à Longueuil, mais en début de semaine, lundi soir, il est 23h, les policiers qui sont appelés dans une maison de la rue... Pardon. Une résidence de la rue Méquet, quand ils arrivent sur place, ils comprennent, mais en fait, dès qu'ils l'ont entendu sur les ondes, ils savaient c'était où cette place-là. C'est connu comme étant un crack house, un endroit où ça va et ça vient, puis c'est un lieu où les gens, ça consomme du crack, c'est réputé pour ça. Et quand ils arrivent, ils trouvent donc un homme blessé par balle, il est au sol, il est ensanglanté, on le transporte à l'hôpital, son décès est constaté. Il travaillait fort pour réussir à trouver son identité. Il s'appelle Éric Beluga-Leclerc. Peut-être qu'Éric Beluga-Leclerc, sauf peut-être pour Marc, ne vous dit rien. Moi, ça me dit rien. Éric Beluga-Leclerc, je trouve que c'est une mort pas très glorieuse pour quelqu'un qui, à une époque, je dirais pas que était quelqu'un d'influent, mais quelqu'un qui a pris part, il y avait les deux mains dedans durant la guerre des motards entre les Rock Machines et les Hells Angels. Éric Beluga-Leclerc, c'est un gars qui a pas mal été violent toute sa vie. Puis je le disais, durant la guerre des motards, lui, Éric Beluga-Leclerc, faisait partie des Rock Machines. Et dans les Rock Machines, à l'époque où ça brassait beaucoup, je vous rappelle, ça a fait 165 morts autour de, entre 94 et 2002, Éric Beluga-Leclerc, lui, faisait partie de l'équipe de baseball des Rock Machines. Parce que les Rock Machines avaient l'équipe de baseball et l'équipe de football. L'équipe de football, c'était eux qui tuaient le clan ennemi, les rivaux. Et l'équipe de baseball, c'est eux qui battaient probablement des revendeurs ennemis ou des gens qui cassaient des jambes. Là, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui vont être contents de ma question, là, au risque d'avoir l'air vraiment comme Pee-wee. Est-ce qu'il jouait vraiment au football et au baseball? Et là, Marc, je vais perdre patience, là. On met-tu un terme à ça, là? Oui. On rentre à la maison, là. Donc... La réponse est non. Parfait. Beluga-Leclerc, donc, c'est ça. Lui était dans l'équipe de baseball, il cassait des jambes, donnait des volées. Et lui, il a défrayé les manchettes à la fin des années 2000, au début 2000. Il a été parmi les premiers, je pense, un des 3 ou 4 premiers à être condamné en vertu de la nouvelle loi gangstérisme. Donc, lui, il a été condamné à une peine d'emprisonnement. Et pendant qu'il est incarcéré à la prison de Rivière-des-Prairies, il fait comme une couple de ses chums des Rock Machines, il tourne le dos à l'organisation et s'en vont dans l'aile où sont emprisonnés les Hells Angels. Fait qu'il rejoint les rangs des Hells Angels et quand il est libéré de prison, parce qu'à l'époque, il avait écopé de 7 ans et demi d'emprisonnement, c'était une peine correcte, ça. Ça, c'était correct. 7 ans et demi, c'était assez sévère. Parce que c'est un méchant. C'est ça. Fait que, il finit par être libéré de prison, mais sa carrière au sein des Hells Angels n'a pas fait long feu parce que Beluga-Leclerc, c'est un bon consommateur de drogue. On peut penser qu'il aussi consommait du crack, notamment. En 2009, quelque chose d'assez rare, les Hells Angels l'ont expulsé de leur rang à cause de ses problèmes de drogue. Parce que quand ça devient un problème... Mais ça, Marc, t'as-tu déjà vu ça, toi? Ça, c'est un phénomène intéressant. Ben oui, c'est excessivement rare. Ça prend un vote unanime là, au niveau des Hells pour enlever ce qu'on appelle les écussons ou les patchs en anglais ou la veste. Là. Et on a juste à penser aux derniers événements à Québec, là, la crise qu'il y a eu avec la guerre. Là. Mais j'ai fait, parce que tu m'en avais parlé un peu, j'ai fait mes petites recherches. Tu sais, il y a celui qui, à l'époque, était le numéro 1, Maurice Montboucher, qui a été expulsé. Fait que c'est vrai que c'est rare, sauf que ça arrive dans certains cas. Maurice Montboucher, lui, qui s'est fait expulser des Hells essentiellement parce qu'il était en prison pour très, très, très longtemps, puis il ne servait plus à l'organisation. Il savait qu'il allait plus ressortir de toute façon. Puis j'ai appelé un contact aussi. Il y a le Hells, François Vachon, qui aurait été expulsé au cours de la dernière année. J'ai pas les raisons, mais souvent on t'expulse parce que t'as commis un crime complètement stupide. Je sais que François Vachon, en 2020, il avait été accusé d'avoir tabassé un restaurateur avec un autre Hells, Race Larivière. Mais ça, c'est des décisions qui se prennent à l'interne. Mais plus souvent qu'autrement, ce qu'on fait, et ça risque peut-être d'arriver avec des gens du chapitre de Québec, des Hells du chapitre de Québec, c'est que... Ça se discute. Oui. Mais... De source béton, ça se discute très sérieusement. Ah ouais, hein? Oui. Il y a des discussions pour envoyer carrément des membres à la retraite. Et quand ils sont vieillissants, ils ne servent plus de temps à l'organisation. Puis là, ça dépend. Quand tu es expulsé, que ce soit on t'envoie à la retraite ou tu prends ta retraite, tu peux être en bad standing
ou en good standing. Si tu es en bad standing... En mauvaise position. C'est mauvais comment ils appellent ça? En bon terme, en mauvais terme. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que soit que tu pars du club en étant en bon terme ou en mauvais terme. En bon terme... On te souhaite d'être en bon terme, là, parce qu'en mauvais terme, ça, oui, ça mais peut mal souvent, finir. en bon terme, c'est souvent quand tu prends ta retraite et tu vas pouvoir inscrire la date de ta retraite en dessous de ton tatouage des Hells Angels. Quand tu es en mauvais terme, sors la râpe à fromage, couvre ton tatou, va le faire enlever au laser. Tu peux plus avoir de couleur des Hells Angels. Ceci étant dit, Éric Beluga-Leclerc, revenons à nos Beluga. Ouais. Éric Beluga-Leclerc, donc lui, il est expulsé des Hells en 2009, mais tu sais, les choses s'arrangent pas. En 2014, il a été arrêté au centre-ville de Montréal parce qu'il avait tiré sur quelqu'un. En 2020, il était impliqué dans une affaire d'invasion de domicile dans l'ouest de l'île de Montréal. Beluga-Leclerc qui habitait dans le secteur de Pierrefonds, mais ce qu'on me dit, c'est que dans les 10 dernières années, sans le sou. Il n'y avait plus d'argent. Gros consommateur de stupéfiants. Puis je le disais en préambule, c'est une fin pas très glorieuse. À une certaine époque, tu avais un rôle quand même, on peut dire important, parce que ceux qui faisaient les jobs de bras d'un Rock Machine étaient bien vus. Bien vu aux yeux des criminels, là, on oui, s'entend. Parmi leur gang, évidemment. Mais... Et tu finis ta vie à 53 ans dans un crack house dans le secteur de Saint-Hubert, dans le quartier La Flèche, un quartier qui est dur. Donc, c'est ça pour la petite histoire d'Éric Beluga-Leclerc. Oui, ben c'est intéressant parce qu'effectivement, le fait que ça soit quelqu'un qui a été comme renvoyé, mis à la porte, comme tu dis, Marc, c'est quelque chose qui est rare, Max aussi, tu sais. Faut croire que, pourtant, c'est un peu hypocrite, je trouve, parce que les motards, eux, ils font leur argent avec quoi, là? Avec la drogue, la vente de stupéfiants. Puis là, il y en a un qui s'y adonne un peu trop à leur goût. Puis tu sais, mais ben, c'est quand tu deviens un problème pour l'organisation. Oui, bien sûr. C'est pas payant pour eux autres. Puis Marc, tu le sais, l'image des Hells Angels, l'image que les gens ont, c'est super important pour eux. Ben, c'est devenu important, ça a changé parce que les Hells ont été très influencés par le clan Rizzuto. Éventuellement, ils ont compris que la guerre, ça apportait rien à business, c'était jamais bon, là. Ils ont changé leur approche et ils ont commencé à décider que là, les guerres, les conflits, les meurtres, les actes violents, il fallait limiter ça au strict minimum parce qu'ils se faisaient mal, là. La guerre. Ouais, mais c'est sûr. Pas une raison pour se faire mal. À partir du moment aussi où tu as le monopole dans une province, c'est un peu plus facile de dire c'est sûr. OK, tout le monde, on a le contrôle ici, fait qu'on va se tenir tranquille, mais tu sais, c'est eux les numéros 1. Maintenant, oui, c'est ça. Mais avant, quand le clan Rizzuto était encore fort, les Hells ont tranquillement changé leur approche grâce à Vito qui a eu beaucoup de rencontres, qui a influencé beaucoup de gens. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, pourquoi lui s'est fait abattre? Ça, c'est une grande question. Pourquoi? Parce que ça a été commandé, ça, c'est pas un hasard, là. Je pense que ça peut pas juste être lié à des problèmes de consommation. T'as ou... pas beaucoup de possibilités, là. Ou bien il devait de l'argent à des gens. Oui, c'est ça. Ou bien peut-être il était devenu une source policière. Ça reste dans les grandes possibilités, là. Ou peut-être une ancienne histoire qui s'est réglée à ce moment-ci. Tu peux nous en parler, mais on fait juste une hypothèse comme ça, puis pas nécessairement pour ce cas-ci, mais quelqu'un qui devient une source policière. Ouais. Et que ça se sait dans le milieu criminel. Il est plus source pendant longtemps après. Non. Est-ce que la réponse est immédiate et sans appel? Non, pas nécessairement. Ça dépend. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des semaines, des mois, des années parfois. Tu sais, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Là. Les Italiens là, connaissent très bien ce dicton-là. Le bureau d'enquête a sorti un très bon livre dessus. Oui, exact. La source. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les policiers vont prendre comme source une personne qui a des graves problèmes de consommation? Ben pourquoi pas? S'il y a des bonnes informations qui sont crédibles et fiables, pourquoi pas? Je comprends. C'est ça. D'accord. Parfait. Eh bien, c'était... on avait beaucoup de sujets à couvrir. Vous deux, je vous ai trouvé correct, mais j'ai bien aimé Marc. Ben, tant mieux. On le réinvitera. Ça marche. Je suis un peu fan, Max. Oui, ben je l'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Merci, mon gars. On se reparle la semaine prochaine. Bye, merci marche. beaucoup. Ciao. Salut. Tous les articles discutés dans ce balado sont disponibles au www.journaldemontréal.com.